il a utilisé la menace du divorce pour m'obliger à m'excuser. Pourtant, je n'ai donné aucune explication. J'ai simplement pris mon sac et j'ai signé. La famille était choquée par mes actions. Ils s'attendaient à ce que je refuse de signer les papiers du divorce, mais au lieu de cela, je l'ai fait sans hésiter. Eduardo était le plus surpris. Au moment où j'ai signé, une sensation étrange a envahi sa poitrine, le laissant troublé. « Tu n'as pas lu l'accord ?» demanda Eduardo, curieux. J'ai essuyé mes larmes et, avec un sourire éclatant, j'ai répondu, « Peut-être que je suis pauvre, et oui, orpheline. Mais quand j'ai sauvé la vie de ta grand-mère, je n'attendais rien en retour. C'est elle qui m'a demandé de t'épouser pour payer mes études, mais maintenant, je n'ai plus besoin de ton argent. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, pleine de détermination. Puis, de manière inattendue, j'ai vidé le contenu de mon sac par terre. À sa grande surprise, il n'y avait que des manuels scolaires et des stylos à l'intérieur. Quand je suis entrée dans cette maison, je n'avais que ça, ai-je continué. Je savais que vous ne m'accepteriez jamais comme votre belle-fille, alors j'ai essayé de m'intégrer. Je suis devenue votre servante. J'ai tout fait sans jamais poser de questions, mais en échange, je n'ai reçu que de l'humiliation. Je me suis arrêtée un instant, puis j'ai ajouté, tout le monde pensait que je m'étais mariée avec ton fils pour son argent. Eh bien, voilà tout votre argent. Moi, Laetitia, je jure que je n'ai jamais dépensé un seul centime de vous. J'ai tendu à Eduardo un petit carnet. Une carte bancaire. Ce carnet contient chaque centime que vous m'avez donné. Je ne l'ai jamais utilisé. J'ai ouvert un compte et j'y ai tout déposé. Je pensais qu'un jour, tu m'aimerais en retour, mais je m'étais trompée. Je vous rends tout. Je me suis tournée vers Donna Elena, qui tenait une carte dans ses mains, comme si elle pesait une tonne. J'ai parlé d'un ton glacial. Madame Elena, vous avez accepté de payer mes études en échange de mon mariage avec votre petit-fils. Je n'en avais pas besoin. Maintenant, je vous rends tout. Donna Elena était émue aux larmes, mais je n'y ai prêté aucune attention. Mon cœur était endurci par la trahison. Comment peut-on être sûr que cette carte fonctionne, demanda Renata, toujours obsédée par l'argent. Je me suis retournée et lui ai lancé un regard glacial, la faisant se recroqueviller sur sa chaise. Tu peux aller vérifier à la banque. Je n'ai pas peur de perdre de la richesse. Je ne suis pas comme toi, qui a peur de la pauvreté. Tout le monde était stupéfait par cette nouvelle facette de moi. J'avais l'air différente, forte, inébranlable et sûre de moi. Puis, j'ai fixé Fabiana, qui semblait fragile et affaiblie dans les bras d'Eduardo. J'ai remarqué un léger sourire sur le visage de Fabiana. Tout m'est apparu clairement d'un coup. Fabiana avait simulé ses blessures pour m'accuser et manipuler Eduardo afin qu'il divorce de moi. Une rage sourde est montée en moi. Je me suis dirigée vers Eduardo et Fabiana, ma colère évidente. Fabiana tremblait, et Juliana souriait avec malice. Tu regrettes le divorce ? Trop tard maintenant. Ignorant Juliana, j'ai fixé Fabiana du regard. Je vous ai poussé, mademoiselle ? Vraiment ? Ai-je demandé d'une voix glaciale. Fabiana s'est recroquevillée, son jeu s'effondrant tandis qu'elle sanglotait. J'ai peur. S'il te plaît, fais-la partir, cria-t-elle. La voix d'Eduardo était froide. Laetitia, tu as déjà signé les papiers. Que veux-tu de plus ? J'ai ri, mais il n'y avait aucune joie, seulement une douleur amère. Mon rire s'est arrêté net et, sans prévenir, j'ai giflé Fabiana au visage. Le son de la gifle a résonné dans la pièce, laissant tout le monde stupéfait. Eduardo est entré dans une rage folle. Laetitia, cria-t-il en se levant pour me faire face, mais sans broncher, j'ai levé la main et je l'ai giflé lui aussi, choquant toute la famille. C'était la première fois que quelqu'un osait le frapper et encore moins son ex-femme. Mademoiselle, cette gifle est pour m'avoir faussement accusée, ai-je dit froidement. Si j'avais su que tu allais me piéger, je t'aurais poussé moi-même dans les escaliers. Tu ne mérites pas d'être ici, à jouer avec la vie des gens pour obtenir ce que tu veux. Je me suis tournée vers Eduardo, les yeux perçants. Tu ne l'as pas seulement choisi à ma place, tu as comploté avec elle pour me détruire. Peut-être que je suis pauvre, mais je sais ce que c'est qu'être humain. Je ne suis pas aussi cruelle que ta maîtresse, capable d'aller aussi loin pour me tromper et me blesser. Vous vous méritez l'un l'autre. Ma voix tremblait d'émotion. Je choisis la paix. Je ne chercherai pas à me venger, mais j'en ai fini avec cette famille. Nous sommes des étrangers maintenant. À partir de maintenant, si nos chemins se croisent à nouveau, je te détruirai. Je nous détruirai tous les deux, s'il le faut. Sur ces mots,
je me suis retournée, le cœur lourd de douleur et de colère. Je me suis dirigée vers la porte, laissant la famille figée derrière moi. Debout sous la pluie, j'ai levé les yeux vers le ciel, mes larmes se mêlant à l'orage. Après tout ce que j'ai fait pour eux, c'est ça ma fin, me suis-je moquée de moi-même, riant avec amertume. Puis j'ai appelé mon meilleur ami Enrique pour qu'il vienne me chercher. À l'intérieur du manoir, Eduardo m'observait par la fenêtre, ma silhouette recroquevillée sous la pluie, attendant Enrique, réveilla quelque chose en lui. Eduardo serra les poings. Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi a-t-elle l'air si brisée? C'est alors qu'une voiture blanche s'est arrêtée devant la maison. Un homme grand et séduisant est sorti avec un parapluie. Je ne sentais plus mes pieds. La pluie tombait si fort qu'elle traversait mes vêtements et ma peau, mais je restais là, debout sur le trottoir, à attendre Enrique. Ce n'était pas juste pour qu'il me ramène. C'était une déclaration. Je voulais que cette famille me voie une dernière fois, debout, digne, sans supplier, sans fléchir. Je voulais qu'ils sachent qu'ils ne m'avaient pas brisé. Pas complètement. Enrique arriva en roulant lentement. Il descendit avec un parapluie et se précipita vers moi. Il me regarda, les yeux écarquillés, entre l'inquiétude et la colère. Laetitia, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je lui ai simplement souri. Un sourire vide, mécanique, sans chaleur. Je suis montée dans la voiture sans rien dire. Enrique alluma le chauffage et me tendit sa veste, mais je la refusai. J'avais besoin de ressentir le froid. Ce froid qui me rappelait que ce cauchemar était bien réel. Que je n'étais plus dans une illusion, mais bel et bien sortie vivante ou presque de la maison des lions. C'est comme ça que je l'appelais dans ma tête. Une maison pleine de bêtes qui m'avaient dévoré à petit feu. Chez moi ou chez Donna Olivia, demanda-t-il doucement en conduisant. Chez Donna Olivia, répondis-je. Là-bas, personne ne poserait de questions. Là-bas, je pouvais redevenir invisible. Et l'invisibilité, maintenant, me semblait presque réconfortante. En arrivant, je suis montée directement dans la petite chambre que je louais avant mon mariage. C'était comme revenir à un passé que je pensais enterré. Mais cette fois, j'étais vide à l'intérieur. Enrique ne monta pas. Il me connaissait assez pour respecter mon silence. Il m'embrassa sur le front et dit simplement. Appelle-moi si tu as besoin. Dès que j'ai fermé la porte, mon corps s'est effondré. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je me suis juste assise par terre, trempée, fixant le plafond jauni, comme s'il pouvait me rassurer plus que les bras d'Eduardo ne l'avaient jamais fait. Comment a-t-il pu? Comment a-t-il pu? Les jours ont passé dans un silence absolu. Je ne sortais pas. Parfois je mangeais. Parfois j'oubliais. Je dormais. Je me réveillais. Et je recommençais. Enrique venait, laissait des repas devant la porte, m'envoyait des messages. Mais je ne répondais pas. Comment parler au monde, alors que je ne parvenais même pas à me parler à moi-même? Le 4e matin, mon téléphone vibra sans arrêt. Appel. Message. Enrique, ouvre. C'est urgent. Je me suis levée avec difficulté et j'ai ouvert la porte. Enrique entra précipitamment, tenant son téléphone. Il me montra l'écran. Une vidéo. Fabiana, à l'hôpital, avec une Minerve, en train de jouer la comédie devant un journaliste local. Je voulais seulement aider, mais elle me détestait parce que j'étais proche d'Eduardo. Elle m'a poussée. J'ai cru que j'allais mourir. Je veux juste justice. J'ai eu la nausée. Fabiana, qui avait tout simulé, se faisait passer pour une victime à la télévision. Et pire encore, les gens la croyaient. Dans les commentaires, je devenais la jalouse, la folle, la dangereuse. Ils sont en train de faire de toi une instable, Laetitia. Comme si la gifle n'était que le début. Et Eduardo? Rien. Pas un mot pour te défendre, dit Enrique, les dents serrées. Je me suis assise sur le bord du lit, le cœur battant à tout rompre. Ils étaient en train de me détruire publiquement. Et lui, il savait. Il avait vu. Et il se taisait. Ils ne s'arrêteront pas, Enrique. Ils veulent m'effacer. M'humilier, me salir, me faire disparaître. Et lui, il les laisse faire. Enrique me regarda, attendant que je dise ce que je comptais faire. Mais je ne savais pas. Pas encore. Le lendemain matin, je suis retournée à l'université. L'administration m'a reçue avec prudence. Tout le monde savait que la famille d'Eduardo avait payé mes études, mais personne ne connaissait les détails. J'ai réactivé mon inscription avec les économies que j'avais mises de côté.
Ce même argent que j'avais refusé d'utiliser. Parce que je savais qu'un jour, j'aurais à recommencer. Les gens murmuraient dans les couloirs. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec méfiance. Mais je marchais la tête haute, même si à l'intérieur, je n'étais que cendre. Pendant un cours de droit civil, le professeur m'a demandé de rester après la fin du cours. Je pensais qu'il allait me faire une remarque. Mais il a fermé la porte, s'est assis face à moi, et m'a dit. Laetitia, j'ai lu ton mémoire du semestre dernier. Et j'ai vu ce qu'il se passe dans les médias. Je sais que tu es victime d'une injustice. Si tu veux, je peux t'aider. J'ai un ami avocat, très compétent. Et là, j'ai compris, peut-être que j'avais perdu une bataille, mais la guerre n'était pas finie. Il me restait encore des forces. Et cette fois, je n'étais plus seule. Le soir même, à la pension, j'ai raconté tout à Enrique. Il m'a écouté jusqu'au bout, puis il m'a regardé dans les yeux et m'a posé une seule question. Tu veux justice ou vengeance? Je n'ai même pas hésité. Les deux. Il n'a rien dit. Il a juste esquissé un sourire en coin, puis a posé un dossier sur la table. Alors, on commence. Planifier une vengeance, ce n'est pas comme dans les films. Il n'y a pas de musique dramatique, pas de monologue enflammé, pas d'explosion de rage. C'est du silence. Une clarté froide. C'est quand la douleur ne brûle plus, mais aiguise. Quand le chagrin devient stratégie. Et la trahison, une arme que l'on apprend à manier. Après cette nuit, je me suis assise avec Enrique dans la petite chambre de la pension. Les murs étaient fins, et la pluie frappait doucement, comme un rappel que le monde continuait d'avancer, que je le veuille ou non. Enrique ouvrit un dossier lentement. Il n'y avait pas encore de nom. Juste des idées, des hypothèses, des précautions. Mais la première chose qu'il m'a dit a résonné profondément. Ils ont utilisé ta douleur pour raconter un mensonge. Maintenant, tu vas utiliser ce même mensonge pour les détruire. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement hoché la tête. Nous avons commencé depuis le début. Enrique notait tout pendant que je racontais, cette fois sans larmes, ce que j'avais enduré dans cette maison. Les humiliations subtiles. Les remarques de Renata sur mes origines. Les moqueries de Juliana lors des dîners. Les ordres déguisés en conseil de Donna Elena. L'indifférence polie d'Eduardo. Et bien sûr, le coup fatal, Fabiana. Chaque mot, chaque regard, chaque souvenir était noté. Enrique compilait tout comme un avocat prépare son dossier. Mais il était plus que ça. Il était le premier à me regarder comme une femme entière, même en morceaux. « Tu ne veux pas seulement laver ton nom, Laetitia », dit-il en écrivant un mot en majuscule sur la feuille, « crédibilité ». Leur crédibilité, c'est leur armure. Ta chute a été bâtie sur cette image qu'ils ont. Si on fissure ça, tout s'écroule. Dans les jours suivants, Enrique m'a emmené dans un petit cabinet d'avocats. C'est là que nous avons rencontré Marcos. Il était direct, calme, avec une froideur maîtrisée. Et un profond mépris pour les riches qui se croient intouchables. J'ai vu des familles comme la leur, dit-il dès notre première rencontre. Elles manipulent l'image et l'argent pour tout contrôler. Si tu veux les faire tomber, ce ne sera pas avec de la colère. Ce sera avec de la stratégie. De la précision. Alors, on a commencé à creuser. Des anciens messages. Des relevés bancaires. Des mails prouvant que Fabiana s'était rapprochée d'Eduardo bien avant la chute. Des enregistrements de Donna Elena me disant de rester à ma place. Chaque pièce du puzzle montrait une toile qu'il croyait parfaitement tissée. Enrique a aussi monté un dossier parallèle, celui de leur image publique. On a trouvé des interviews, des apparitions médiatiques, des événements caritatifs. Renata faisait partie d'un comité de femmes entrepreneurs, elle adorait se présenter comme une alliée des jeunes femmes. Juliana postait des citations inspirantes sur l'empathie, tout en se moquant des pauvres filles qui veulent faire pitié. Et Eduardo? Eduardo incarnait l'homme respectable. Costume impeccable. Sourire discret. Il jouait parfaitement le rôle. Mais ce qui nous a le plus esséurés, c'est ce que Fabiana faisait depuis. Depuis son interview à l'hôpital, elle avait disparu des réseaux. Enrique, toujours ingénieux, a contacté une ancienne collègue à elle. C'est ainsi que nous avons appris que Fabiana cherchait maintenant à se rapprocher d'associations de défense des femmes, en utilisant mon histoire comme tremplin. Elle voulait devenir un symbole. Une martyre. Un exemple. J'en ai eu la nausée. Maintenant, elle manipule des gens sincères, m'a averti Enrique. Des associations, des militants.
Tu vas devenir la cible de gens bien intentionnés, qui ne savent rien de toi. Je sais, ai-je répondu, sans une seconde d'hésitation. C'est là que Marcos a dit la phrase qui a défini tout ce qu'on ferait ensuite. Si elle veut être un symbole, on va leur montrer que tout est faux. Mais doucement. D'abord, on sème le doute. Ensuite, on livre la vérité. Ce soir-là, je suis retournée seule dans ma chambre. Je me suis allongée sur le lit et j'ai fixé le plafond fissuré, comme je le faisais autrefois, quand je voulais disparaître. Mais cette fois, je ne voulais plus disparaître. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti ce jour-là sous la pluie, le monde entier qui te regarde t'effondrer, et personne qui te tend la main. La différence, c'est que moi, j'ai survécu. Eux n'auront pas cette chance. Et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ils pensaient que j'allais disparaître. Que la pluie de cette nuit-là avait emporté ma dignité avec elle. Que je deviendrais une de plus parmi les femmes rejetées, humiliées et réduites au silence par une histoire soigneusement construite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque larme que j'ai versée s'est transformée en stratégie. Et que maintenant, j'étais prête à tout leur rendre. Pas en criant. Pas en menaçant. Mais avec des faits. Des vérités. Froides, tranchantes, publiques. La première pièce du jeu, c'était Fabiana. Elle était le pilier central du mensonge. La victime parfaite. La femme fragile, douce, traumatisée. Mais sa façade avait une fissure. Et je savais exactement où frapper. Enrique créa un faux profil sur un réseau social engagé dans les causes féminines. Un nom crédible, une histoire bien ficelée. Il commença à suivre Fabiana, à liker ses publications, à commenter avec admiration. Elle mordit à l'hameçon immédiatement. Dans sa tête, elle avait gagné une alliée de plus. C'est alors qu'Enrique, avec l'aide de Marcos, lança la première attaque. Un article anonyme fut publié sur ce profil, avec un titre qui sema le chaos. Quand la victime ment, l'autre version d'une histoire bien connue. Le texte ne citait aucun nom. Il racontait simplement une histoire quasi identique à celle de Fabiana, mais du point de vue de la femme faussement accusée. L'article se terminait par une question simple, mais puissante. Et si toutes celles qui prétendent avoir été poussées ne disaient pas la vérité ? La réaction fut immédiate. Les commentaires se divisèrent. Certaines femmes prirent la défense de Fabiana. D'autres commencèrent à douter. C'est trop similaire, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de vidéo de l'accident ? Et pourquoi son ex-mari n'a-t-il jamais parlé ? Fabiana garda le silence pendant 2 jours. Mais au 3e, elle publia un long message émotionnel, accompagné des mêmes photos d'hôpital qu'elle recyclait depuis le début. Elle parlait de la douleur d'être remise en question, du traumatisme que cela ravivait. C'est alors qu'Enrique publia une capture d'écran. Fabiana en train de danser, de rire, lors d'une soirée exactement le même jour où elle prétendait être alitée, incapable de bouger. La source ? Une ancienne amie à elle, qui avait posté la photo sans savoir qu'elle exposait une comédienne. Internet fit le reste. Sa crédibilité s'effondra. Les associations qui voulaient l'inviter annulèrent en masse. Le silence d'Eduardo fut désormais vu comme une complicité. Et moi ? Je n'ai pas dit un mot. Pas besoin. Le doute avait germé, et maintenant, il poussait comme du lierre sur leurs façades impeccables. Mais ce n'était pas assez. J'en voulais plus. On est passé à Renata. La femme d'affaires modèle, celle qui adorait parler d'inclusion et d'égalité. Enrique découvrit que sa société engageait des stagiaires non rémunérés, les faisait travailler de longues heures, et leur faisait même payer leur propre uniforme. Marcos constitua un dossier avec des témoignages d'ex-employés, des captures d'écran, des documents. Nous avons tout publié sur un blog spécialisé dans les droits du travail. Le lendemain, Renata perdit un contrat majeur avec une marque partenaire qui ne voulait aucun scandale social sur les bras. Puis, Juliana. Celle-là fut un jeu d'enfant. Enrique retrouva un enregistrement audio d'une fête où elle riait en disant « Laetitia pensait qu'elle allait devenir une princesse. Elle a fini femme de ménage avec une bague au doigt. » L'audio devint viral. Juliana tenta de nier, affirmant que c'était un montage. Mais Enrique fit appel à un expert audio, authentique à 100%. Juliana fut exclue d'une association de jeunes entrepreneurs. Sa réputation, brisée. À ce stade, l'image publique de la famille s'effondrait. Mais il restait le dernier, le plus important, Eduardo. L'homme silencieux. Celui qui avait tout vu, tout su, et n'avait rien fait. Celui qui m'avait laissé m'écrouler pour préserver son image lisse et bien repassée. Marcos obtint une copie du contrat de mariage.
L'une des clauses stipulait clairement que toute infidélité prouvée annulerait les compensations prévues après le divorce. Enrique, de son côté, retrouva des messages intimes entre Eduardo et Fabiana. Des échanges remontant à des semaines avant la fameuse chute. L'un d'eux, précisément le jour de l'accident. Marcos convoqua Eduardo à une réunion légale. Il arriva, comme toujours, impeccable, avec ce sourire poli et vide. Il pensait que c'était une négociation financière. Mais en voyant les documents, les preuves, les dates, les messages, il pâlit. Ça pourrait ruiner ma réputation, dit-il d'une voix tendue. Exactement, répondis-je, d'un ton calme. Le même ton qu'il utilisait pour me dire de me comporter à table devant sa famille. Il tenta d'acheter mon silence. Me proposa une somme énorme. Il promit de tout effacer, de gérer ça discrètement. Je souris. Et je refusai. Je ne veux pas ton argent, Eduardo. Je veux que le monde sache qui tu es. Je me levai, le regardai une dernière fois dans les yeux, et lui dis. Tu m'as laissé dans la pluie. Tu m'as exposé au mépris. Maintenant, c'est ton tour de trembler. Et je suis sorti de la salle. Sans peur. Sans honte. Je n'étais plus en train de me défendre. J'étais en train de rendre les comptes. Fabiana disparut des réseaux. Renata perdit 2 procès. Juliana ferma ses comptes et se mit à vendre des vêtements d'occasion en ligne. Eduardo, lui, commença à apparaître dans les journaux avec des titres comme « L'homme qui a gardé le silence, quand l'inaction devient trahison ». Et moi? Je suis retourné à l'université. J'ai décroché un stage dans un cabinet d'avocats qui a vu en moi non pas un scandale, mais du courage. Enrique resta à mes côtés. Et chaque fois que la colère voulait revenir, je me rappelais d'une chose. Il pensait que j'allais supplier. Mais ceux qui supplient aujourd'hui, ce ne sont plus moi. Ils ont toujours dit que je n'étais rien. Que parce que j'étais orpheline, je devais me contenter de ce qu'on me donnait. Que sortir avec Eduardo était une chance. Que je devais apprendre à baisser la tête, à sourire et à accepter. Je l'ai entendu de 1000 façons chuchoter, maquillé en conseil, déguisé en pitié. Il me rappelait constamment d'où je venais, comme si cela définissait jusqu'où j'avais le droit d'aller. Mais maintenant, en voyant chacun d'eux s'effondrer dans leurs propres mensonges, j'ai compris à quel point ils avaient tort. Être orpheline ne m'a pas rendue faible. C'est ce qui m'a forgée. L'abandon m'a appris à survivre. La solitude m'a appris à ne rien attendre de personne. Et la douleur m'a appris à me relever les poings serrés, le cœur solide. Les mois qui ont suivi ont été comme une première respiration après une longue noyade. J'ai repris mes études, cette fois avec une bourse complète, non pas par faveur, mais par mérite. Mon nom a commencé à circuler parmi les professeurs et les jurys. L'un de mes essais sur la justice et la violence psychologique a été publié dans la revue de droit de l'université. Enrique, toujours à mes côtés, est devenu plus qu'un ami, mon associé. Ensemble, nous avons créé un petit cabinet d'aide juridique pour les femmes, des femmes comme moi qui ont été effacées, écrasées, ou réduites au silence. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine de la pension, Donna Olivia m'a regardé avec émotion et m'a dit « Quand t'es arrivé ici, tu ressemblais à un petit oiseau blessé. Maintenant, regarde-toi, on dirait une tempête. » Et j'ai souri, vraiment souri, pour la première fois depuis longtemps. Parce que oui. Je suis devenue la tempête qu'ils ont toujours redoutée. Eduardo a fini par demander un congé dans l'entreprise familiale. Les sponsors ont commencé à se retirer après les scandales. L'image qu'il avait soigneusement construite s'est effondrée sans bruit. Pas besoin de scandale final. Juste la vérité, lentement, goutte après goutte, qui a rongé ses fondations. Fabiana a tenté de se réinventer dans une autre ville comme militante. Mais ça n'a pas marché. Où qu'elle aille, quelqu'un connaissait déjà la vérité. Son récit s'écroulait avant même qu'elle puisse l'ouvrir. Elle est devenue l'ombre de ce qu'elle voulait incarner. Renata, elle, a été submergée par des audits, des plaintes, des procès de ses anciennes employées. Celle qui parlait d'éthique et d'égalité tremblait désormais à chaque notification. Juliana a disparu de la scène publique. D'après ce qu'on m'a dit, elle vit chez une tante, recluse, sans réseaux sociaux, depuis que son enregistrement a été diffusé. Et moi? Je n'ai jamais eu à les toucher. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas cherché le scandale. J'ai juste été moi. Celle qu'ils ont toujours sous-estimée. L'orpheline qui n'appartenait à personne et qui, pourtant, s'est levée seule. Un après-midi, alors qu'on travaillait dans notre petit bureau,
Enrique m'a regardé en souriant et m'a demandé. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté? J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était nuageux, comme le jour où tout a commencé. Mais cette fois, il ne pleuvait plus en moi. Cette fois, je ne tremblais plus. J'étais entière. Maintenant, je vais vivre, ai-je répondu. Parce que je ne leur dois plus rien. Ni explication. Ni colère. Ni pardon. Je les ai confrontés. Je les ai démasqués. Ils m'ont traîné au fond, et j'en suis remontée seule, sans personne. Ils ont toujours dit que je n'avais personne. Mais ils se sont trompés. Je me suis toujours eu, moi. Et maintenant, eux, ils n'ont plus rien. Fin de la vengeance. Début de mon histoire. Que reste-t-il après la vengeance? Le silence. La paix. Un certain vide qui, pour la première fois, ne faisait pas mal. C'était comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années, et que, enfin, je pouvais respirer. Plus de visites inattendues, plus de regards de jugement, plus de messages déguisés en manipulation. Les fantômes étaient retournés dans leur tombe. Et moi, j'étais toujours là. Debout. Mais cette fois, entière. Pendant un moment, j'ai cru que je resterais seule pour toujours. Que personne ne pourrait jamais me toucher vraiment après tout ce que j'avais vécu. Mais le problème ne venait pas des autres. C'était moi. Je vivais encore sur le champ de bataille, le cœur barricadé, prête à me défendre à chaque souffle. Mais Enrique n'a jamais été un danger. Il n'a pas essayé de me réparer. Il ne m'a pas fait de promesses. Il ne m'a pas regardé avec pitié. Il est juste resté. Là, dans mes bons jours et dans mes silences. Là quand je riais, mais aussi quand je m'effondrais sans raison. Il me regardait simplement et disait. C'est rien, Laetitia. Je suis là. Et il l'était. Toujours. La première fois que j'ai ressenti que quelque chose changeait, c'était un soir ordinaire. Après une longue réunion avec une cliente, on était affalés sur le canapé du bureau, fatigués, en train de manger de la pizza froide et de rire d'une bêtise quelconque. Enrique m'a regardé. Une seconde de trop. Et je l'ai senti. Mais au lieu de détourner les yeux, je l'ai regardé aussi. Il n'y avait pas de malaise. Pas de peur. Juste de la douceur. Enrique était la maison. Mais une maison où je n'avais jamais vécu. Il représentait ce que je n'avais jamais connu, la sécurité sans domination, la présence sans pression, l'amour sans charité. Rien n'a changé du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de grands moments magiques. Pas de « ils vécurent heureux pour toujours ». Mais doucement, sans qu'on s'en rende compte, on a commencé à partager plus que le bureau. On a commencé à partager la vie. Il a commencé à venir me chercher après mes cours du soir à la fac. Il a laissé une brosse à dents chez moi. Et quand je suis tombée malade, il a passé 3 jours entiers à mes côtés, en silence, sans se plaindre. C'est là que j'ai compris, il faisait déjà partie de ma vie. Sans faire de bruit. Et je n'avais plus envie de repousser qui que ce soit. Un après-midi, des mois après tout ça, on marchait main dans la main dans le centre-ville. On est passé devant un kiosque. Sur la couverture d'un magazine, en bas à droite, j'ai vu le nom d'Eduardo dans un article sur la chute de figures publiques influentes. Je me suis arrêtée une seconde. J'ai regardé, puis j'ai continué à marcher. Enrique a serré doucement ma main et a dit, avec ce sourire en coin que je connaissais par cœur. Ça ne vaut même plus la peine d'y penser, hein? J'ai souri aussi. J'ai même oublié à quoi ressemblait cette vie. Et c'était vrai. Je n'ai pas oublié ce qu'ils m'ont fait. Mais je n'ai plus besoin d'en parler. La plaie est fermée. Et la vengeance, aussi nécessaire qu'elle ait été, n'est plus mon moteur. Aujourd'hui, je vis des choses simples, un café chaud en fin d'après-midi, un message idiot au beau milieu de la journée, l'odeur de Enrique quand il dort à mes côtés. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas parfait. Mais c'est réel. Et c'est à moi. Pendant longtemps, j'ai cru que la seule façon d'avancer, c'était de crier ma douleur. Mais parfois, le vrai recommencement se fait en silence, quand on accepte enfin de laisser le passé là où il doit rester. Et si quelqu'un me demande si je pense encore à cette famille, à cette maison, à cette nuit de pluie? Oui. Parfois. Mais avec la même distance que celle qu'on a quand on se souvient d'un vieux rêve. Parce que maintenant, je me suis enfin réveillée. Le temps a passé. Pas comme dans les films, sans grande révélation ni rebondissement spectaculaire. Il a simplement coulé, doucement, dans les petits gestes du quotidien,
dans les réveils tranquilles, dans les silences qui ne faisaient plus mal. La vie a repris son cours. J'ai avancé. Mais parfois, même quand la colère est partie, la curiosité reste. Et eux? Que sont-ils devenus? Ce que j'ai appris, c'est que la vérité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Et la meilleure partie? Je n'ai rien eu à faire. Le monde s'est chargé de leur montrer ce que moi, un jour, j'ai subi seule. Fabiana a essayé de se reconstruire. Elle a changé de ville, modifié son apparence, voulu se réinventer en militante des droits des femmes. Elle a posté des vidéos en larmes, partagé des citations sur la force et la résilience, mais les contradictions dans son récit l'ont trahi. Les marques ont rompu leur partenariat, les abonnés ont disparu, et son nom est devenu un avertissement. La dernière fois qu'on a parlé d'elle, elle vivait chez une tante, loin de toute exposition publique. Le rôle de victime qu'elle avait si bien joué, avait fini par l'étouffer. Renata, l'icône du leadership féminin, est devenue l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Les plaintes d'anciennes stagiaires ont été rendues publiques. Les audits se sont enchaînés. Le comité d'entrepreneurs qu'elle dirigeait s'est effondré. Sa réputation, bâtie sur l'hypocrisie et la façade, s'est effritée sans retour. Elle a tenté de lancer une boutique en ligne, mais sans crédibilité, tout s'est éteint. Aujourd'hui, elle vit discrètement, loin des projecteurs qu'elle adorait tant. Juliana a littéralement disparu. Après la diffusion de l'enregistrement audio, elle a perdu tous ses partenariats. Elle a tenté un retour en tant que coach de confiance en soi, mais personne n'a adhéré. On raconte qu'elle vit chez une parente éloignée, sans réseaux sociaux, recluse. Et je n'éprouve plus ni colère ni satisfaction. Seulement de la pitié. Elle a tellement joué un rôle qu'elle ne sait plus qui elle est sans le regard des autres. Et Eduardo, l'homme qui m'a regardé m'effondrer en silence. Il a tenté de sauver son image. Il s'est mis en retrait de l'entreprise familiale pour des raisons personnelles. Mais personne n'était dupe. Son image d'homme posé, raisonnable, a volé en éclats. Ce n'est pas ce qu'il a fait qui l'a détruit, c'est ce qu'il n'a pas fait. Son silence. Son absence. Son inaction. Il a essayé de se remarier. 2 fois. Aucune relation n'a duré. Pas à cause de tromperie. Mais parce que vivre avec un homme qui a laissé sa femme être humiliée sans bouger, c'est vivre avec un fantôme. Il est devenu l'ombre d'un nom. Un avertissement vivant. Celui qui disait que j'avais besoin de lui, est désormais seul. Et moi, j'ai vécu. J'ai grandi. Je me suis reconstruite. Enrique et moi avons construit quelque chose de vrai. On a fait des erreurs, on a ri, on a guéri. Ensemble, on a monté un cabinet qui aide des femmes comme moi, celles qu'on a voulu faire taire. Mon histoire est devenue force. Je ne suis jamais retournée dans cette maison. Je n'ai jamais ressenti le besoin de revoir ce passé de près. Il est derrière moi. Le passé existe toujours. Mais il ne m'enchaîne plus. Il me rappelle simplement tout ce que j'ai surmonté. Que j'étais plus forte que ce qu'ils pensaient. Que le nom Laetitia, celui qu'ils ont voulu salir, est aujourd'hui une signature. Et si je pouvais revenir dans le temps, me retrouver face à cette version de moi, trempée sous la pluie, avec les papiers du divorce en main et le cœur en miettes, je lui chuchoterais juste une chose. Tu n'as pas perdu. Tu as été libéré. Et le temps l'a fini par le prouver à chacun d'eux. J'ai souvent imaginé comment cette histoire se terminerait. Pendant longtemps, j'ai rêvé de ce jour où je pourrais dire, j'ai survécu. Je suis entière. Je suis libre. Mais maintenant que j'y suis, que je regarde en arrière, je réalise que les mots les plus puissants ne sont pas ceux qui blessent, ce sont ceux qui libèrent. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas parfaite, ni un modèle de résilience sans faille. Je suis tombée. J'ai pleuré. J'ai été humiliée, trahie, ignorée. Des gens que je respectais m'ont piétinée. Et quand je pensais avoir touché le fond, j'ai encore creusé. Mais j'ai survécu. Pas parce que quelqu'un m'a sauvée, mais parce que j'ai refusé de mourir à l'intérieur. On m'a utilisée. Manipulée. Jetée comme si je ne valais rien. Par une famille qui croyait valoir plus que moi. Mais à la fin, ce sont eux qui se sont détruits eux-mêmes. Pas moi. Et tu sais ce qui a fait le plus mal? Ce n'était pas la trahison. Ce n'était pas le rejet. C'était de m'être effacée. D'avoir cru que si je me faisais assez petite, assez gentille, assez silencieuse, quelqu'un finirait par m'aimer. Mais on ne gagne pas en disparaissant. On gagne le jour où on comprend qu'on n'a jamais eu besoin de se faire accepter.
On avait seulement besoin de se choisir soi-même. S'il y a une leçon que tout cela m'a apprise, c'est que toute douleur ne mérite pas vengeance, mais toute douleur mérite une leçon. Je ne suis pas devenue forte parce que je me suis vengée. Je suis devenue forte le jour où j'ai compris ma valeur. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin que Eduardo me demande pardon. Je n'ai pas besoin que Juliana me valide. Je n'attends rien de Renata. Parce que la seule personne qui avait besoin de me reconnaître, c'était moi. Et aujourd'hui, je me vois. Avec mes blessures. Mes erreurs. Mais surtout, avec le courage d'avoir recommencé. Cette histoire se termine ici. Mais ma vie, elle, continue. Avec de l'amour. De la liberté. Et surtout, avec la vérité. Et une dernière promesse. Plus jamais je ne me tairai.